Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam alaikum, sabah al-khair. Je suis Ahmed Mshraoui, membre du Club Énergie, et je représente M. Sahbi, qui malheureusement ce matin ne peut pas être avec nous. Il m'a chargé d'ouvrir cette conférence. Et je tiens à vous remercier pour votre réponse positive à notre invitation. Et voici l'allocution de notre président. Mesdames et messieurs, les représentants du ministère et organismes publics, chers invités, membres et collègues du Club Énergie, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs remerciements d'avoir honoré l'invitation à participer à la conférence qu'organise l'Association nationale Club Énergie et de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Le thème qui y sera débattu, les schistes, peut-on en faire une bénédiction, a soulevé et soulève encore des controverses liées notamment à son impact sur l'environnement et sur les ressources en eau nécessaires à la fracturation hydraulique utilisée pour son extraction. Nous assistons néanmoins à des décisions d'exploitation de gisements d'hydrocarbures non conventionnels dans le monde, en particulier le rôle qui est dévolu au gaz durant la période jusqu'à 2050 et au-delà. Elle se trouve confirmée par le rapport 2050 du Forum des pays exportateurs de gaz, à l'inverse des prévisions de l'AIE, partisan d'une sortie quasiment immédiate des énergies fossiles. Notre ami Saïd Kloul nous fera une présentation sur cette question. Je n'en dirai pas plus et laisserai la place au débat sur les idées de tout un chacun. Ce débat sera modéré par notre ami Abdelmajid Attar, ancien diplômé en géologie pétrolière et ancien PDG de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau et ancien ministre de l'Énergie. Il anime actuellement la revue électronique Énergie Magazine, consultable sur tous les supports. Je remercie vivement la société Enafor, filiale à 100% de Sonatrach, d'avoir sponsorisé seul cet événement, contribuant grandement ainsi à sa tenue. Je terminerai cette courte intervention en félicitant les membres du Bureau national du Club Énergie pour les efforts déployés dans l'organisation de cette conférence débat qui est devenue une réalité grâce à vous toutes et tous ici présents. Je souhaite plein succès à vos travaux. Merci pour votre aimable attention. Le président du club, Sahbi Daoud, avec mes remerciements également. Je donne la parole à M. Attar. Merci, Ahmed. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à tous dans cette troisième conférence débat que le Club Énergie organise après le Covid, puisque vous savez que pendant le Covid, on a pratiquement tout mis en berne. Mais tout de suite après, le Club Énergie a repris ses conférences débat. Récemment, on a tenu une qui était vraiment très intéressante avec M. Roussena, qui nous a parlé du gaz. Auparavant aussi, en 2021, vous vous rappelez, on a fait une conférence très importante sur la transition énergétique, qui était extrêmement importante, et qui a abouti d'ailleurs à un plaidoyer que le Club Énergie a rédigé et a transmis pratiquement à toutes les autorités compétentes, y compris la présidence de la République, qui a reçu une copie de ce plaidoyer, qui contient les recommandations ou les avis du Club Énergie. Aujourd'hui, on va parler encore du gaz, mais un gaz un petit peu qui, hélas, il fait polémique. C'est le gaz de schiste. C'est le gaz de schiste. Donc, on va aborder ce gaz naturel, celui qu'on a pris l'habitude d'appeler gaz de schiste, comme si la nature était différente, alors que ce n'est pas du tout le cas. En dehors, bien sûr, des techniques de sa production et bien sûr de sa rentabilité, etc., qui vont être largement exposées par M. Kloul. Nous avons donc demandé, effectivement, au sein du Club Énergie, à M. Saïd Kloul, qui est à côté de moi, de nous en parler en ouverture à un débat qui va certainement être très intéressant. Vous me direz maintenant, pourquoi M. Kloul?
Pourquoi on a appelé M. Kloul? Je pense que vous avez tous, en principe, lu, en août dernier, en août 2023, M. Kloul nous a gratifié pratiquement avec 6 articles sur le quotidien El Watan, où il a... le soir, pardon. Donc, le soir, et au début, bon, il y a pas beaucoup de gens qui ont fait attention à ces articles, mais petit à petit, le deuxième, le troisième, les gens, moi-même d'ailleurs, j'ai commencé à copier-coller, dire le micro, à la suite, et ainsi de suite. Il a vraiment pioché pratiquement dans toutes les archives relatives au gaz de façon générale et plus spécialement au gaz de schiste pour expliquer un petit peu ce qu'on dit de mal, de bien ou tout autre deck, et tout en donnant aussi, bien sûr, son avis. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait appel à M. Kloul. Ben, moi, je pense qu'il y a personne, à mon avis, il n'y a personne qui a pratiquement peut-être pioché dans les données du gaz de schiste autant que Kloul durant cette dernière année. Bon, M. Kloul, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien cadre supérieur du secteur de l'énergie. Il est actuellement en retraite, mais il demeure actif quand même. Il est diplômé de l'Université d'Alger. C'est un mathématicien. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Il est sorti avec une licence de maths, et puis il est parti à l'IAP, où il est sorti comme ingénieur forage production, et il a rejoint Sonatrach par la suite, et il a pratiquement gravi pratiquement tous les échelons, tous les grades, jusqu'à être directeur de la division forage avant de sortir en retraite. Donc il est sorti 70 ou 71, la promotion. 71, donc 71 avec février. C'est la promotion février en quelque sorte, voilà. Donc c'est un peu historique. Donc M. Kloul est parfaitement bien placé à mon avis pour nous parler de ce gaz de schiste et plus particulièrement de ce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien en ce moment, en ce qui concerne par exemple son origine, sa nature, qui semble mystérieuse pour certains. Il y en a beaucoup qui croient que c'est un gaz même différent de l'autre gaz, alors que c'est du méthane, ni plus ni moins. Son exploitation aussi, qui semblerait être catastrophique selon certains, catastrophique pour l'environnement, mais elle est bénéfique pour d'autres. Sa rentabilité qui est incertaine, alors que les USA, les premiers producteurs du monde en gaz naturel, aujourd'hui ils produisent, je crois, 1036 milliards de mètres cubes à peu près, hein, c'était l'année dernière. Et tenez-vous bien, sur les 1036, il y a 818 milliards, c'est du gaz de schiste. Il y a du tight aussi dedans. Et il y a même du gaz associé à partir de l'oil, c'est-à-dire du pétrole de schiste ou du pétrole tight. Donc, rassembler tout le gaz non conventionnel, c'est 818 milliards de mètres cubes. Voilà ce que produisent les États-Unis, et ils sont actuellement aujourd'hui, de toute façon, les premiers producteurs de gaz naturel. C'est pratiquement eux qui ont sauvé pratiquement l'Europe en ce moment avec le GNL. Bien, il y a d'autres pays aussi. Il y a l'Argentine, la Chine, et tenez-vous bien, même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite vient de démarrer l'exploitation du gaz de schiste, pour la simple raison que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle produit, si mes souvenirs sont bons, en 2022 ou 2023, 117 milliards de mètres cubes qu'elle consomme totalement. Et elle importe encore pour la simple raison que son mix électrique, il bouffe beaucoup d'énergie, ils ont besoin d'énergie. Ils utilisent même du pétrole, enfin du gasoil, etc., etc. Donc ça ne leur suffit pas. Les 117 ne leur suffisent pas. Donc ils ont décidé de produire le gaz de schiste. Ils utilisent pour le moment le gaz associé surtout. Et il y a aussi l'Algérie. Bon, il faut bien parler. Hein. Peut-être qu'il y a certains qui pensent que c'est tabou, mais à mon avis, il faut en parler. M. Kloul va nous donner tout à l'heure des données sur l'Algérie. J'ai lu, moi, personnellement, ce qu'il va nous présenter. Il a donné des chiffres. Moi, je vais donner les chiffres qui sont un peu différents, qui sont supérieurs à ceux de M. Kloul. Mais ça n'a pas d'importance. À mon avis, ce n'est pas le niveau des chiffres qui est 20 000, 22 000, 25 000, etc. Chacun est en train de... Mais qu'importe. De toute façon, c'est toujours au-dessus de 20 000.
20 000 milliards de mètres cubes. Les derniers chiffres publiés par Al-Naft, je ne sais pas si Al-Naft est présente ici ou pas, les derniers chiffres publiés, une étude d'Al-Naft, ils ont repris EIA, et ils ont publié 25 233 milliards de mètres cubes exactement. Voilà le chiffre d'Al-Naft. Donc après tout, ça ne peut être qu'un chiffre officiel. Pour le pétrole de schiste aussi, on verra tout à l'heure, je publie, là je donne un chiffre qui est nettement supérieur à celui que donne M. Kloul. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, mais qu'importe. Hein. Celui-là, vous voyez, il va donner, je crois, 5 milliards et quelques. Et Al-Naft, elle a prétendu, dans une campagne de promotion à Oran, qu'il y avait pas moins de 16,5 milliards de barils de pétrole de schiste techniquement récupérables, ce qu'ils appellent unrisked. Et avec 5%, ils ont calculé avec 5% de taux de récupération. Pour le gaz, ils ont utilisé 20%. Voilà. Donc, est-ce que l'Algérie doit y aller ou pas? Bon, on va discuter tout à l'heure et puis on va voir. Et il y a la Libye. Hein. Pour ceux qui n'ont pas assisté au dernier, la présentation de la GECF au cours du sommet de Taham, le président libyen, dans son intervention, il a dit clairement, la Libye va produire le gaz de schiste. Ça, c'est le président de la Libye qui l'a dit. Hein, voilà. Donc, j'en dirai pas plus parce qu'il faut maintenant laisser on va écouter M. Kloul qui va nous parler de tout ça. Et puis après, on passera au débat. Donc, je lui demande simplement, c'est Saïd, s'il te plaît, si tu peux être rapide, court, pour nous permettre de te poser des questions, pour nous permettre de t'embêter un peu. Hein. Voilà, merci. Mais, messieurs les ministres, honorables invités, chers amis et camarades membres du Club Énergie, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence. J'ai la lourde charge de vous entretenir aujourd'hui des gaz de schiste, au sujet duquel les avis sont partagés et parfois violemment opposés. Je sais que je n'arriverai pas à convaincre tous les opposants à leur exploitation. J'espère du moins arriver à rallier à la cause de ces ressources si importantes ceux qui hésitent et n'arrivent pas à se faire une opinion qui les satisfasse. Le sujet étant largement dominé par la chimie, la biologie et surtout la toxicologie, je vous prie de m'accorder votre indulgence, car je ne suis compétent dans aucun de ces domaines et ne fais que vous rapporter ce que les documents et études techniques et scientifiques nous offrent comme données. Le sujet concernant les gaz de schiste est très vaste. Je ne pourrai donc pas entrer dans les détails. J'invite ceux qui le souhaitent à se référer aux 6 articles que le Soir d'Algérie a bien voulu publier pour moi à compter du 22 août 2023. Et le cas échéant, consulter les références que j'y ai indiquées. L'intitulé de ma présentation est « Peut-on faire des gaz de schiste une bénédiction ?» Avant-propos, ressources en gaz et ou en pétrole supposées très importantes pour les gaz de schiste. Mais ce sont des formations très argileuses, avec des productivités pour les puits naturellement très faibles. Ils ont besoin d'être aidés par forages horizontaux fracturés. La fracturation se fait par injection à haute, voire très haute pression, d'un fluide additionné de produits chimiques et d'agents de soutènement. Lors du mixage du fluide injecté, on occasionne des déversements sur la plateforme, lesquels peuvent atteindre des réservoirs d'eau de consommation de surface ou souterrain. Les puits fracturés reproduisent d'abord une partie du fluide injecté. Ces rejets sont chargés de certains des produits chimiques injectés et d'autres présents in situ. Les fluides rejetés sont stockés dans des excavations pas toujours étanches.
lors de l'opération de fracturation, il peut y avoir fissuration ou éclatement ou décuvelage du puits. Le fluide injecté peut donc s'échapper s'il est face à des terrains naturellement fissurés ou fracturés ou très perméables. Les produits chimiques peuvent atteindre des couches d'eau douce. Certains produits chimiques sont nocifs pour la santé. On ne le dit pas assez. Mais nous verrons plus tard que ce n'est pas une catastrophe. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Les besoins en logistique sont énormes. L'opinion générale qui est galvaudée partout, les schistes sont dangereux et très chers à produire, voire peu ou pas rentables. Je vous présente ici une copie que l'EIA avait publiée d'un document qui est stylisé et qui montre qu'est-ce que c'est que ces ressources. En gaz ou en pétrole, c'est la même chose, mais pour nous ici, c'est les gaz. Vous voyez que alors, ici, c'est la production cumulée à une certaine date. Ici, c'est les réserves prouvées que l'on peut récupérer et qui sont commercialement rentables. Ici, ce sont les ressources qui sont économiquement récupérables, mais qui peuvent poser des problèmes. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ce sont les TRR, que je les cite comme ça dans le texte, c'est-à-dire ce sont des ressources que l'on peut techniquement produire, mais évidemment avec des problèmes d'économie et un problème de rentabilité. Vous voyez donc combien ces réserves prouvées sont petites par rapport à l'ensemble de ces ressources. Il faut d'ailleurs signaler que ces ressources-là augmentent les réserves prouvées au fur et à mesure que les prix du gaz augmentent, parce que c'est ça qui détermine la rentabilité. Et surtout aux États-Unis, si le prix du gaz est faible, ou le prix du pétrole est faible, les ressources diminuent, les réserves diminuent. D'ailleurs, les sociétés, quand les prix sont très bas, les sociétés sont obligées, au bout d'un certain moment, d'élaguer, d'enlever des réserves qu'elles affichaient auparavant. Et leurs assets, donc, diminuent. Alors, les 5 pays top détenteurs de ressources de gaz, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, les TRR, c'est en trillions de cubic feet. Nous avons les USA, mis à jour en 2020 avec 2958, la Chine avec 1115, l'Argentine avec 802, l'Algérie 707 et le Canada 573. Alors, je rappelle ce qu'a dit M. Attar tout à l'heure, mes chiffres sont ceux de l'EIA de 2015. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on devait aider ces schistes à produire avec le forage horizontal. Qu'est-ce que c'est que ce forage horizontal? Alors, c'est un forage qui commence vertical comme tous les autres forages, mais en atteignant la couche, il repart en horizontal. On sélectionne dans le drain horizontal des segments que l'on considère les plus prometteurs. Certains puits peuvent aller jusqu'à 50 segments sélectionnés et qui vont être fracturés. La partie verticale peut atteindre 3500 à 4000 mètres. La partie horizontale, dans certains cas, dépasse les 5000 mètres aux États-Unis. Les difficultés de forage et de production augmentent avec la profondeur, augmentent avec la longueur du drain. Lorsque le drain traverse des fissures et draine les hydrocarbures qu'elles contiennent, et plus le drain est long, plus il rencontre de fissures, plus le puits est productif. Voici un peu le mécanisme de production de ces schistes. J'ai parlé de fracturation hydraulique. De quoi s'agit-il?
eh bien, on injecte dans les segments sélectionnés un fluide à haute pression pour casser la roche. On utilise 4 à 28 produits par puits. On a utilisé, entre 2011 et 2013, 4 à 28 produits. Ça dépend des gisements, ça dépend des puits, ça dépend des sociétés elles-mêmes. Alors, ces produits sont des inhibiteurs de corrosion, des contrôleurs de fer, des réticulants, des fluidifiants retard, des réducteurs de friction pour pouvoir injecter facilement, des bactéricides parce que l'eau contient des bactéries et il ne faut pas que les bactéries arrivent au fond, des inhibiteurs de dépôt parce que s'il y a des dépôts, la formation va se bloquer, elle ne va pas produire, ça ne sert à rien. Et on injecte aussi des acides. L'acide, en général, c'est au départ qu'on le fait pour ouvrir le chemin. Les agents de soutènement pour empêcher la fracture de se refermer, parce qu'il faut la soutenir, on l'ouvre, mais il faut la soutenir. Donc le fluide doit contenir ce que l'on appelle des agents de soutènement. Ces agents de soutènement sont assez divers aujourd'hui. Vous avez du sable d'Ottawa, vous avez des billes, c'est quelque chose que l'on fabrique, d'oxyde de zirconium, des billes de bauxite et des billes de céramique. J'attire l'attention sur le sable d'Ottawa. On importe le sable d'Ottawa. Mais, je souhaite que Sonatrach, et j'espère qu'elle y a pensé, aujourd'hui aux États-Unis, de nombreuses mines ont été ouvertes dans la dernière décennie dans le Combré ordovicien, qui sont affleurants quelque part. Là où ils affleurent aux États-Unis, notamment au Texas, on a fait des mines pour produire donc ce Combré ordovicien et on a des usines à côté qui broient l'ensemble et qui est utilisé ensuite et on le traite, on le lave, etc., etc. Il me semble qu'il y a du Combré ordovicien qui affleure dans le sud-est, du côté de au sud de Berkin. La fracture relie, le rôle de la fracture, en fin de compte, c'est quoi? C'est relier l'intérieur du puits au plus large volume possible de roches naturellement fracturées ou fissurées et qui contiennent des hydrocarbures. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la formation elle-même n'est pas très perméable, mais les fissures, quand elles sont nombreuses, elles contiennent des hydrocarbures et on peut drainer ces hydrocarbures qui sont dedans. Voici un exemple de forage horizontal avec des fracturations. Vous voyez la partie verticale, et puis là, on part jusqu'à 5000 mètres de distance, avec des zones que l'on fracture, en créant des fissures secondaires, parce que ça, c'est la grande fracture, mais on crée des fissures secondaires qui arrivent à drainer le maximum de production. Et voici ici des puits. Les deux, ce que vous voyez en bleu ou en vert, ce sont des puits que l'on fracture, les uns derrière les autres. Cette possibilité est donnée par ce que je cite tout à l'heure, le forage en pad, c'est-à-dire on fait des forages les uns derrière les autres, séparés de quelques mètres, pour évidemment gagner du temps, gagner de l'argent, etc., etc. Voici les gaz de schiste, comment on les fracture. Vous voyez, j'ai fait un schéma pour vous reproduire l'ensemble du fluide injecté. Il y a 71% d'eau douce, 16% aujourd'hui d'eau recyclée, aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 ans en fait. 13% c'est du sable, et puis les ingrédients, ils sont ici, ils représentent 0,05%. Les produits chimiques. 0,05%. Ces ingrédients sont décomposés en les différents éléments dont je vous ai parlé, réducteurs de friction, etc., acide. Vous voyez que l'acide, c'est le plus important de ces ingrédients. Il représente 0,03%. Alors, quels sont les griefs contre le gaz de schiste? On a incriminé la nature du gaz. On a parlé de secousses telluriques graves.
On a parlé d'atteinte à l'environnement par déversement lors des manipulations, de produits liquides, de produits pulvérulents, ça peut arriver, lors du mixage et lors des pompages. Et aussi pendant le transport, le stockage des produits et fluides de fracturation et la réinjection. Le retour des fluides vers le stockage des eaux de rejet, quand on les stocke à l'air libre dans des excavations, et il peut y avoir aussi des fuites à travers les cuvelages de puits. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré les cuvelages. Les cuvelages, ce sont les tubes d'acier qui composent le puits. Ils sont descendus de cette manière pour pouvoir arriver aux 4000, 5000 mètres de profondeur. Si on ne fait pas des cuvelages, ça s'éboule, on n'arrivera jamais à atteindre les formations productrices, que ce soit dans les schistes ou dans les forages de fluides et de gaz conventionnels. Alors, parlons d'abord des secousses telluriques pour les élucider. Aux USA, entre 1973 et 2008, il y avait 25 secousses par an. Entre 2009 et 2021, c'est monté à 58 secousses par an. À partir de 2013 et jusqu'en 2015, on est passé de 100 à 1010 secousses par an. Vous voyez donc le lien entre les opérations de fracturation et les secousses, le lien est évident. Parce que c'est à cette époque-là que les schistes, que ce soit gaz ou pétrole, ont atteint leur intensité maximum. Mais la majorité des cas ne dépasse pas 4 d'intensité sur l'échelle de Richter. Les dégâts sont rares. Quelques cas rares ont atteint 5 à 6. Notez tout de suite que l'origine, ce n'est pas le forage horizontal et la fracturation. C'est la réinjection des eaux de rejet. Le puits, quand on a fini de le fracturer, on le met en production, il rejette l'eau, etc., et que l'on stocke. Mais on ne peut pas la stocker éternellement. Aux États-Unis, on injecte ça dans des puits que j'appellerais les puits poubelles. Il y aurait quelque chose comme 45 000 puits dédiés à ce genre d'opération à travers l'ensemble des États-Unis. Mais évidemment, quand on injecte ces produits-là, on ne fait pas très attention à l'injection. Au départ, on ne le faisait pas. On essayait de faire ça au maximum. Et c'est là où le problème se posait. Parce que lorsque on a pris ça en main, lorsque les institutions ont commencé à regarder la question, ils ont amené les producteurs, ils ont amené les gens à réduire le débit d'injection. Et à ce moment-là, pratiquement, les secousses telluriques ont disparu. Alors, ça c'est aux États-Unis. Après un cas avec intensité de l'ordre de 2,5 en Angleterre ou au Royaume-Uni, les fracturations ont été interdites. Ça c'est l'extrême des réactions. Alors, on a parlé de déversement qui pose problème. Alors, de 2006 à 2012, il y a eu inventorié 36 000 déversements aux États-Unis. 23 760 cas sont suffisamment documentés. Les autres, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas de quoi il s'agit. Parce que quand on dit 36 000 déversements, ça ne veut pas dire les gaz de schiste. Ça ne veut pas dire les pétroles de schiste. Ça ne veut pas dire que c'est les pétroliers qui sont à l'origine. Ça peut être n'importe quoi. On parle de déversement ici. Eh bien, sur les 23 760 cas suffisamment documentés, on a inventorié uniquement 457 qui sont liés aux opérations de fracturation globalement. C'est-à-dire 1,9%. Dont 151 cas relatifs aux opérations de mixage et d'injection. 225 cas concernent les eaux de rejet. Donc les 151, c'est les fluides de fracturation quand on les prépare. Et 225, c'est les eaux de rejet qui reviennent du puits et qui parfois s'échappent.
60% des cas sont dus à des erreurs humaines, nous verrons un exemple, nous verrons le schéma tout à l'heure, ou bien à des défaillances d'équipement. Le volume total déversé dans les 457 cas ne dépasse pas 8706 mètres cubes. Je ne sais pas si on s'imagine ce que ça représente pour l'ensemble des opérations aux États-Unis. C'est rien du tout. 56% des cas ont un volume inférieur à 3,8 mètres cubes. Quand on regarde les chiffres comme ça, les volumes, on s'imagine les fluides tomber sur le sol et on essaye de voir quelle partie, quelle proportion de ces fluides vont atteindre les 3000 ou 4000 mètres où se trouvent les schistes, où se trouvent les eaux douces. Ce n'est pas évident. Globalement, de ces déversements, 291 ont touché le sol. Le sol, parce que quand ils se déversent aussi sur la plateforme et on arrive à les contenir. Mais ceux qui atteignent, les déversements qui atteignent un sol, il n'y en a que 291. 101 déversements de fluides de fracturation ont touché un récepteur environnemental. Un récepteur environnemental, ça peut être une prairie, ça peut être une forêt, ça peut être des fleuves, des rivières, des lacs, ça peut être n'importe quoi. 32 de ces cas-là ont atteint les eaux de surface. Vous voyez donc comment on a pu, à travers ces chiffres qui sont mal connus par les gens, on a pu faire une extension et agrandir le problème pour dire que catastrophe aux États-Unis. Alors, quels sont les risques pour les eaux souterraines? Par déversement, les eaux souterraines, ça peut exister. Rare, mais possible. Par l'intérieur des puits de fracturation ou de réinjection, les statistiques EPA de rupture ou fissure de cuvelage, ces tubes d'acier qui empêchent les fluides et les roches de s'écrouler. Donc, les ruptures de ce genre ne représentent que 0,5% sur l'ensemble des opérations, sur l'ensemble des puits américains. Sur 731 puits d'injection d'eau de rejet du bassin de Williston, là c'est un cas dans le Dakota du Nord, le rapport de l'EPA 2016, la fréquence des incidents est de 6 000 pour 1 million lorsque la statistique se fait sur tous les puits. Notez bien, sur tous les puits. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien parce qu'elle tombe à 7 pour 1 million, elle tombe à 7, de 6 000 elle tombe à 7, si on l'applique aux puits équipés d'un cuvelage intermédiaire. Parce qu'il y a un cuvelage de surface, il y a le cuvelage de production. Eh bien, souvent, dans beaucoup de cas, surtout les Américains, esquivent le cuvelage intermédiaire et forent directement. Ça arrive, ça peut arriver. Mais quand il y a un cuvelage intermédiaire, eh bien, ça tombe à 7 pour 1 million. Ça, c'est une étude qui a été faite par Michi et Koch en 2011. Plusieurs cas de contamination incriminée n'ont pas été retenus. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par l'EPA en Pennsylvanie, au Dakota du Nord, au Wyoming. Elles n'ont pas été retenues après étude, analyse par des gens très compétents. Il peut y avoir aussi arrivée de produits par épandage d'insecticides. Ça existe, nous le verrons. Mais le nombre de cas normalement n'est pas connu, parce qu'il n'y a pas eu d'inventaire de ce genre d'opération, de ce genre d'incident. Alors, voici le schéma un peu qui reproduit les cas de cuvelage qui se détruisent ou qui permettent donc aux fluides de passer. Ici, vous voyez un cuvelage qui se casse et sorti de fluide. Ici, c'est des fluides qui arrivent des terrains et qui remontent le long d'un tubage parce qu'il n'est pas cimenté. Ici, c'est un
un chaîne ligne qui passe entre le ciment, derrière le ciment, et qui arrive vers la surface, qui remonte. Ici, c'est le ciment lui-même qui est très mauvais, et nous avons des fluides qui passent derrière le ciment, entre le ciment et le tube. Ici, c'est un chaîne ligne, c'est-à-dire une mauvaise adhérence du ciment avec la formation, qui permet donc au fluide de remonter. Voici en gros ce qui peut se passer sur un puits. Alors, on a lutté contre les atteintes à l'environnement. Les déversements. Sur l'ensemble des cas de déversement des fluides, l'origine humaine représente 33%. C'est l'origine humaine qui est à l'origine de 33% de ces incidents. La défaillance des équipements, 27%. La défaillance des réservoirs de stockage, notamment les réservoirs en excavation, 11%. Les deux derniers, c'est-à-dire équipements et réservoirs, sont dans la majorité des cas dus à la maintenance. Les déversements lors du mélange d'ingrédients, on retrouve les mêmes causes, c'est-à-dire 70% des cas. Au centre de la prévention des déversements, donc, on voit tout de suite qu'il faut des procédures et il faut de la formation du personnel. Il ne faut pas utiliser n'importe qui pour ce genre d'opération. Il faut les former, il faut leur donner les procédures et les former sur ces procédures. Dans nos sociétés, généralement, on oublie qu'on fait des procédures, mais ça ne suffit pas de faire des procédures. Il faut que le personnel soit formé sur ces procédures. Sinon, ça ne marche pas. Je vous le dis, pour quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans en QHSI. Contre le contrôle de déversement, il y a des moyens de contrôle de ces déversements. Une fois qu'ils sont arrivés, il y a les murets, les talus, les revêtements de plastique des excavations. Dès 2014-2015, la réduction après toutes ces opérations, toutes ces mesures de lutte et de contrôle, il y a eu une réduction de près de 30% des cas aux USA. Ça, en 2014-2015, il y a déjà presque 10 ans. En volume, 40% des déversements ne dépassent pas 2 mètres cubes. Malgré, je parle après 2015, malgré l'augmentation du nombre des puits. Parce que le nombre de puits a augmenté très fortement. Et donc, plus il y a de puits, plus il y a des risques de tubes qui cassent, de ciment qui lâche, etc., etc. Donc, malgré cela, il y a eu des réductions. La surveillance des aquifères, ça, c'est un outil extrêmement important qui a été utilisé aux États-Unis. On a foré des puits spéciaux, spécifiquement pour ça, pour aller surveiller les aquifères pendant que les opérations sont faites. Et l'on fait des échantillonnages avant les opérations pour savoir quelle est la composition des eaux. On fait ça pendant les opérations et on fait ça après les opérations. Pour être sûr, au cas où il y a une composition qui change, pour voir si on peut la lier aux fracturations qui sont faites. Ces puits de contrôle sont situés en général aux alentours de 800 mètres autour du puits. Donc on va loin. Alors, ces fluides de fracturation, quand même, peuvent atteindre les eaux de boisson, les aquifères. Alors voici. Alors, je reviens sur un point qui est important pour moi. J'ai lu une fois sur un journal de chez nous, quelqu'un qui est très connu, et qui est versé dans ce genre de problème, qui parlait de centaines de produits qui sont injectés dans le puits. Non. Non, il n'y a pas des centaines de produits injectés dans le puits. Il y en a très peu. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, entre 4 et 25 au total, pas plus. Et généralement, c'est aux alentours de 8-10. Alors, les produits, dans toutes les opérations, on ne trouve pas partout les mêmes produits. Je signale qu'il y a l'inventaire qui a été fait aux États-Unis sur les produits chimiques utilisés, il y a environ 1480 produits. C'est pas rien. 1480 produits, mais étalés sur l'ensemble des États-Unis. Ce n'est pas sur un champ, ce n'est pas sur un puits, encore moins, mais
Les uns utilisent 4 ou 5, d'autres utilisent 8, 10, et ce n'est pas les mêmes. Surtout que les sociétés qui font les fracturations hydrauliques ont leur propre système de produits chimiques, et donc on ne trouve pas la même chose. 1480. Alors, à quoi se sont intéressés les Américains, surtout le PA, qui regardent des problèmes d'environnement, qui regardent des problèmes de toxicité des eaux? Eh bien, ils se sont intéressés aux produits que l'on utilise en majorité dans toutes les opérations. Eh bien, on s'est intéressé à ceux qui sont utilisés dans 10% des opérations et plus. Plus de 10% des opérations. Ceux qui sont utilisés dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 opérations, on ne les regarde pas. Moins de 10%, de 5% d'opérations, on ne les regarde pas. Plus de 10% des opérations, on les regarde. Et là, voici la seule liste que l'on retrouve dans les 10% des opérations et au-dessus, pas 10%, 10% et plus. Voilà la liste. Et voici les références, les doses de référence. Les doses de référence. Voici la fréquence en pourcentage dans les rapports. Vous voyez que ce qu'on utilise le plus, c'est le méthanol, 73%. Voici les concentrations massiques. Et voici les effets critiques. On voit qu'il y a toxicité rénale et hépatique, il y a une baisse de sensibilité à la douleur, chaque produit a son effet. Et celui-ci, on connaît beaucoup moins ce genre de problème, c'est une cote cervicale supplémentaire chez les nourrissons. Ils naissent avec une cote supplémentaire, au-dessus des cotes habituelles. Elle n'est pas très grande, mais elle existe. Alors, ça, c'est donc ce que je vous ai présenté, c'est les produits qui affectent la santé d'une manière ou d'une autre. Mais affectation qui n'est pas le cancer. Il n'y a pas de cancer avec ça. On n'a pas regardé le cancer. Ceux qui, là où on peut avoir des problèmes de cancérogénicité, dans les 10% des opérations et plus, seulement l'éthanol est classifié comme cancérogène pour l'homme. Il n'y a que l'éthanol dans tous les produits qui sont utilisés dans 10% d'opérations en plus. L'arsenic, alors, aucun des produits n'est cancérogène pour les 4 bases de données à la fois. Il y a base de données, il y a 4 bases de données qui sont regardées par l'EPA, les bases de données qui sont américaines, internationales, etc. Les bases de données ne sont pas toutes d'accord sur la cancérogénité des produits. L'arsenic, lui, est considéré cancérogène par 3 bases de données. Considéré comme cancérogène dans 2 bases de données, il y en a 3. Le cadmium, le chrome quand il est ingurgité et le beryllium. Et je passe, vous avez donc les détails, je ne vais pas aller plus loin. Je souligne quand même, parmi ces produits, il y a le nitrate et les nitrites. Je vous signale que le nitrate se trouve dans toutes les boissons, toutes les eaux que nous buvons, que ce soit celles de céales, que ce soit les eaux de source ou les eaux naturelles. Toutes. Évidemment, elles sont à des doses plus faibles que celles interdites. En général, on trouve, dans les nitrates, on trouve 14-15 mg, alors que le taux interdit, c'est de 25, je crois, 25 ou 30. Encore une fois, je ne suis pas chimiste, je vous rappelle. Alors, ça, c'était les eaux utilisées, donc les produits qu'on utilise pour la fracturation. Maintenant, les eaux de rejet, eux, que l'on injecte dans les puits d'injection, les puits poubelles, et qui peuvent se déverser. Et il y a plusieurs produits, ils ont été inventoriés. On a des produits organiques, des produits non organiques et des produits radioactifs, etc. La toxicité pour les produits organiques, 35 sont toxiques pour une base de données. Une. La toxicité varie d'une dose de 1 millième de milligramme de masse corporelle pour la pyridine
à d'autres qui sont à 0,9 mg. Alors, je vous signale que dans ce système-là, plus faible est la dose indiquée, plus c'est dangereux. Plus faible est la dose, plus c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la dose définit le seuil à partir duquel ça devient dangereux. Donc, si ça commence à être dangereux à une base très faible, il faut faire attention. La cancérogénicité, 3 bases de données classifiques cancérigènes, la benzidine et le benzène. Bon, il n'y a pas une idée globale, connue, enfin une idée partagée par toutes les bases de données. Tous les instituts n'ont pas les mêmes approches. Pour les produits non organiques et produits radioactifs, la toxicité non cancérogène, vous avez le phosphore, vous avez le nitrate. Alors, là aussi, je signale que, par exemple, le manganèse, on donne une dose seuil de 0,14 mg par kilo par jour pour un enfant de 1 à 3 ans. Alors que le National Institute donne 2 mg par jour. Il autorise 2 mg par jour. Ça, c'est l'Institut national de santé publique américain. Vous voyez donc la controverse, comment elle se situe déjà. Alors, la suite de ces produits-là, il y en a ceux qui sont cancérogènes. Vous avez le cadmium, le chrome et le beryllium. 11 produits sont cancérogènes dans une base de données seulement, dont le radium-226 et le radium-228. Tous ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, il y a aussi des produits PCB et des pesticides. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les pesticides qui sont l'épandage des pesticides, surtout pendant des décennies, dans une zone donnée, il y a lessivage des sols par les pluies, etc. Et on peut avoir des retours à partir des eaux injectées, n'est-ce pas? Les eaux injectées, quand elles reviennent, eh bien, elles ramènent avec elles les produits qui sont épandés par comme pesticides. Et il y a 5 produits toxiques parmi ces produits-là. Comme cancérogènes, il y en a 6. Mais cancérogènes probables. Alors là, il faut faire très attention parce que les organismes ne sont pas, donnent 3 séries même 4. Cancérogènes, cancérogènes probables, cancérogènes hautement probables et cancérogènes possibles. Alors là-dedans, il faut faire son marché. Alors, la lutte contre les pollutions, il y a donc, j'en ai parlé tout à l'heure, les puits de contrôle. Il y a aussi, je résume, est-ce que le gaz lui-même est nocif? Non. Tout à l'heure, M. Attal l'a signalé. Sur les 1084 produits de FRAC inventoriés, il y a des produits qui sont nocifs. Mais jamais la santé publique aux États-Unis n'a été mise en danger malgré les 1 800 000 fracturations qui ont été faites. 1 800 000 fracturations. Il n'y a pas eu de danger. On n'a pas signalé un cas de danger public. Alors, de ce point de vue-là aussi, je le rappelle, il y a des incertitudes très importantes là-dessus. Alors, on a parlé de 1 800 000. Je rappelle qu'en Algérie, les opérations de fracturation ont commencé vers 1960. Elles ont plutôt la fin des années 60. Et Sonatrach avait repris je pense que c'est vers 70, 71. Elle a repris à Massac. C'est notre ami Boutalbi lui-même qui a fait l'opération. Et enfin, à Hassim Saoud, à partir de 1974, il y a eu plusieurs opérations. Plusieurs opérations, pas une seule. Alors, beaucoup d'améliorations ont été apportées. Les produits, très nombreuses améliorations qui ont été apportées aux produits. Il y a actuellement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller plus vite, produire mieux et éviter les problèmes. Aujourd'hui, le déclin de la production se situe entre 5 et 10%
à la maturité du puits. Il est très important de savoir que la productivité des puits, qui est incriminée par la plupart des gens qui connaissent le problème, qui connaissent la situation, qui sont des producteurs en général, des pétroliers, savent que il y a dans les années 2014-2015, le puits commençait à X à produire. À la fin de l'année, il était à X sur 10. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la production se situe entre 5 et 10%, le déclin, donc la baisse de production, 5 à 10% seulement à la maturité du gisement. Loin de ce qu'on avait avant. 43% de la production à fin 2023 vient des puits forés en 2023. Et ça, c'est extrêmement important, alors que ça représentait 63%. C'est-à-dire que ce sont les nouveaux puits qui produisaient, les anciens puits ne produisent plus grand-chose. Alors que là, maintenant, c'est l'inverse que l'on a. En Algérie, il faut regarder la question au cas par cas. On ne peut pas statuer sur les risques de pollution. Par exemple, la nappe phréatique, les risques sont possibles. L'Albien, si on est à Berkane-Radames, c'est improbable. La profondeur est à 1000 mètres, il y a une couverture argileuse, il n'y a pas beaucoup de risques pour que les déversements arrivent. Une lourde couverture argileuse. Adrar, c'est possible parce que l'Albien se situe entre 13 et 30 mètres. C'est possible que un déversement atteigne l'Albien à Adrar, dans la région d'Adrar. Par la fracture elle-même, l'Albien sénonien myopliocène, Berkane-Radames, directement, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le nombre de cuvelages est supérieur à 2 et la distance est de l'ordre de 1600, entre 1600 et 3000 mètres. Donc pour que la fracture arrive à ce niveau-là, c'est quand même assez difficile. Alors, il peut y avoir aussi une rencontre de la fracture et d'une fissure naturelle. Je prends l'exemple d'Azrafil Sud 1. C'est peu probable parce que le Franien se trouve à moins 3500 mètres, le Silurien à moins 4000, alors que le continental intercalaire qui nous intéresse se trouve à moins 200 mètres. Entre les deux, ça fait quand même plus de 3000 mètres d'écart. Voici pour nous les différents gisements. Voici les réserves, ou plutôt les ressources que l'on donne. Berkane-Radames 282 TCF, avec 4,37 gigabarils, 4360, etc. Timimoun, Regan, Lahnet, Tindouf, Mouidir. Pour Berkane-Radames, que j'ai pris en exemple, je donne les hypothèses de calcul. Peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup, mais ils peuvent les trouver dans les documents que j'ai publiés. Peut-être que on peut regarder la consommation d'eau d'Albien, 150 millions de mètres cubes environ. C'est les calculs que j'ai faits. 150 millions de mètres cubes, avec environ 2400 puits et 60 000 mètres cubes de consommation par puits. Aucun gisement aux États-Unis n'a atteint ce chiffre. Les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est 50 000, 51 000. Alors, il y a, dans le calcul qui a été fait, alors j'ai supposé un coût par puits de 15 millions. C'est une hypothèse. J'estime que si on commence, peut-être pas, le premier puits certainement pas, les 5-10 premiers puits certainement pas, mais au bout d'une centaine de puits, on commence j'espère, à atteindre ce genre de chiffre. Et le rythme de forage que j'ai pris est de 400 puits par an. C'est énorme, vous diront les amis du forage. 400 puits par an. Rassurez-vous, ce n'est qu'une hypothèse. Si sur la traque ou la société qui va forer là-dedans, elle va moduler en fonction des résultats qu'elle obtient, des disponibilités des moyens, etc., etc. Mais là, c'est un chiffre théorique qui permet de calculer très vite. Et d'ailleurs, on obtient que, on fait tout ça, on fait 2400 puits en
en moins de 7 ans. C'est beaucoup, hein. J'ai pris les 2 étapes qui font 7 ans. La première fait 3,7 ans. Ici, j'utilise les capacités disponibles. On arrive à 49 milliards de mètres cubes de production par an. On exporte 24 milliards et il faut faire des puits. On fore à peu près 1477 puits. Alors, l'export 24 milliards, j'utilise les capacités disponibles du GNL, les capacités disponibles des gazoducs. On peut le faire, on peut ne pas le faire, on peut ne pas remplir la totalité. Ça, encore une fois, c'est une décision qui devra être prise au fur et à mesure que l'on avance. Alors, je vous donne les coûts d'exploitation parce que ça intéresse beaucoup les gens. Le résultat, 5,9 $ le millier de mètre cube. La première étape. Oui, la première étape et sous-étape. Alors, vous allez vous poser la question pourquoi les 3 sous-étapes? C'est à cause du taux d'amortissement qui n'est pas le même en fonction si c'est des forages ou des installations de surface. Mais en gros, on arrive à 4,7 $ le millier de mètre cube, entre 4,7 et 6,8. Et 6,8, il me semble que ce sont les chiffres actuels que l'on obtient un peu partout, dans la littérature. Alors, le cash flow, alors, la première, les premières 4 années, il est négatif. Le cash flow est négatif. Donc, il faut emprunter. Par contre, à partir de les 3 années suivantes, on a un cash flow de 6. Et à partir de là, on a jusqu'à 26 de cash flow par an. Milliards de dollars par an. Bon, pour moi, le risque financier est faible. Le prix de revient à la cote est donc, comme vous voyez, c'est le coût d'exploitation, 4,78 à 6,83. Je signale là-dedans, quand même, que les coûts opératoires, transport et liquéfaction ne sont pas pris en compte. Je ne les ai pas, il faudrait les ajouter. Mais je ne crois pas que ça augmente de beaucoup les chiffres que voici. Ça va augmenter, mais pas énormément. La marge bénéficiaire, elle est de l'ordre de 6 à 7, de 5 à 7, après les étapes. J'ai donné ici le résumé, mais ce n'est pas tout à fait nécessaire. On signale quand même je signale que nous dépensons 100 milliards de dollars, c'est pas rien, en 7 ans à peu près, dans ces hypothèses-là. Après cela, il y a un investissement d'entretien que j'ai introduit, mais que, évidemment, il n'est pas pris en compte ici. L'investissement d'entretien, c'est les puits de remplacement au fur et à mesure que, au bout de 10 ans, 15 ans, il y a des puits à remplacer. Alors, autre question qu'il faut se rappeler, les condensats et le pétrole de Belkin-Radames ne sont pas pris en compte. Il faudra les prendre en compte. Ils sont pris en compte du point de vue du coût, parce que c'est le même coût, en gros, presque. Mais du point de vue revenu, du point de vue marge bénéficiaire, ils ne sont pas pris en compte. Alors, les étapes d'investissement étant arbitraires, on peut les rallonger en fonction des moyens que l'on a. Les premiers forages doivent être orientés vers la recherche de zones à haut potentiel. C'est important. La majorité des difficultés techniques ont été éliminées ou du moins réduites par les industriels américains. Ça conduit à une bonne efficience et ce sont des résultats qui sont obtenus après plus de 1 800 000 fractures. Les difficultés que nous avons à surmonter, c'est l'indisponibilité des ressources financières pour la première étape, l'indisponibilité des appareils de forage, ça va être un casse-tête chinois. Environ 2450 puits à forer en 6 ans, cela représente 400 puits par an, ce n'est pas rien. Est-ce que ça permettrait de produire
20% des TRR, des ressources dont on parle en 20 ans, c'est possible. Je ne peux pas prédire. Je n'ai aucune idée sur la qualité des réservoirs. Aucune idée. Peut-être que M. Attal peut tout à l'heure vous en dire plus. La puissance requise pour fracturer est énorme aussi. 45 000 chevaux à mettre sur un puits. 45 000 chevaux. 8 à 12, il faudrait forer 8 à 12 puits par pad. 12 puits, c'est beaucoup. J'ai souvent pris un peu plus qu'il en faut. Mais de l'ordre entre 6 et 8, c'est très pratique. Schlumberger fracture 10 étages par jour, donc on est capable de faire un pad en 44-45 jours, un pad de 10 puits, c'est pas mal, fracturer autant pas mal. C'est permis pourquoi? Parce que les pads, les puits sont juste les uns à côté de l'autre. Pratiquement, on démonte d'un côté et on remonte de l'autre. Et on y va. L'approvisionnement en eau pour les puits, 60 000 m3, il faut les transporter, 666 m3 par jour, par puits, durant 90 jours. Il faut le faire. Il faut avoir des citernes, il faut les importer, il faut... Alors, les risques du marché, évidemment, il est important, parce qu'on ne parle pas souvent du risque du marché. Le risque du marché est important, et ceci est dû, et d'autant plus important que nous avons des coûts élevés, etc., etc. Et on comptait beaucoup sur un marché qui serait très porteur à partir de 2024, mais on vous dira qu'en 2024, les choses, ça n'a pas bien commencé pour l'instant. Parce que aux États-Unis, le prix du gaz a perdu 50% en janvier. En Europe, à fin novembre, il y a eu 46 $, on avait 46 $ le million de BTU, et est descendu à 33,8. Alors, cette image, je vous la donne pour vous montrer les bienfaits des gaz de schiste. Tout ça, c'est la production de gaz de schiste. Voyez comment, en 2023, fin 2023, on était à 80 milliards de mètres cubes jour. 80 milliards, ça c'est un chiffre de l'IAE. 80 milliards de mètres cubes, de pieds cubes, pardon, 80 milliards de pieds cubes jour. Et les Américains continuent à fracturer. Ça n'a pas arrêté la fracturation. 2021, 9 388. 2022, 11 000 puits. 2023, à fin 2023, parce que ce n'était pas encore terminé quand on a eu ces chiffres-là, 12 000 fracturations. Alors, et nous, où est-ce qu'on est là-dedans? Je vous donne ici l'évolution de la production. Là, c'est la production de gaz commercial. Ici, c'est l'export. Les couleurs ne sont pas très heureuses. L'export, c'est celui-là. Et la courbe la moins chahutée, c'est la courbe de consommation. Vous voyez qu'on est parti en 2015-2016, on est parti aux alentours de 40 milliards. On est là à environ 50 milliards. 10 milliards en moins de 10 ans. De plus. Alors, ceci va peut-être positionner le débat tout à l'heure. Nous avons reçu un article qui a été envoyé par M. Hannan. L'article fait par Nafez Moussaddaq Ahmed en 2013. Il est vieux, hein? Mais qui parle de la grande escroquerie. Les gaz de schiste sont une grande escroquerie. Alors, il parle évidemment, quand il parle technique, on injecte des détergents, on fouaille, on a des foyers dans le ventre de la couche, on fouaille, et longuement. Et puis, ce qui est important, c'est le mot pollution massive de l'environnement. Alors, d'où viennent ces informations qui sont colportées un peu trop facilement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Massive.
Madame Marabat Ahmida nous a écrit pour nous attirer notre attention. Alors, elle parle beaucoup plus de souveraineté, des ressources, etc., parce que, bon, j'imagine qu'elle a pensé aux associations, n'est-ce pas, aux sociétés étrangères. Et elle parle surtout, mais c'est ça qui est le plus... Les États-Unis sont actuellement face à des problèmes environnementaux dévastateurs. Bon, il faut le dire, hein. Alors, un de nos camarades du club m'a écrit un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4 ans, et il traite de traîtres tous ceux qui sont pour les gaz de schiste. C'est un email que j'ai. Un autre a écrit récemment pour dire que les articles que j'ai publiés cet été, il les traite d'imposture. C'est le même? Non, ce n'est pas le même. Je vous remercie pour votre attention.